En avant les amis, nous partons pour le pays imaginaire. Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce deuxième Coronavicours. Déjà, je voulais vraiment vous remercier parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gens qui regardent le premier. Donc merci beaucoup pour vos commentaires, pour vos remarques, pour vos conseils. Et ça me fait vraiment très plaisir. Ouais, ça y est, on l'a perdu, il parle comme un youtubeur maintenant. Deuxième vidéo, ça promet. Hein. Et bientôt, il va nous sortir des trucs du genre n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, gna gna gna. Donc la leçon, puisque c'est uniquement ce qui nous intéresse ici. Aujourd'hui, nous allons aborder le chapitre sur la lumière, et plus précisément la perception des couleurs. Alors, au menu du jour, comme j'ai l'habitude de le dire, premièrement, les rappels sur la lumière, des choses que vous connaissez déjà des années précédentes. Deuxièmement, l'œil, ce capteur de lumière. Troisièmement, les synthèses additives et soustractives. Et quatrièmement, la trichromie, ce formidable outil d'interprétation des couleurs, et non, je n'ai pas plus court, à tel point qu'on dirait un menu du Burger Quiz. Donc la lumière n'est pas une onde mécanique, comme on l'a vu dans le chapitre précédent, mais une onde électromagnétique. En fait, elle n'a pas besoin de matière pour se propager, puisque la perturbation, c'est une perturbation qui ne se communique pas de grain de matière en grain de matière, donc c'est une perturbation immatérielle. C'est une variation de champ électrique et de champ magnétique, d'où le nom électromagnétique. Elle peut se propager dans le vide, mais elle peut aussi se propager dans la matière qu'on qualifie de transparente. D'accord ? Et ce qui est rigolo aussi, c'est que, alors que l'onde mécanique, plus la matière est organisée, et plus elle se propage vite, et ben c'est l'inverse pour les ondes électromagnétiques. Plus la matière est compacte et dense, et plus la propagation va être lente, plus la célérité de l'onde électromagnétique sera faible. Si on se souvient bien des différentes grandeurs caractéristiques d'une onde, qu'est-ce qu'on avait ? Eh ben, on avait la célérité, dont je viens de parler, mais il y avait aussi donc la période spatiale et la période temporelle. Alors nous, pour distinguer les différentes radiations électromagnétiques qu'on va étudier, les différentes radiations lumineuses, on va utiliser comme grandeur la longueur d'onde, donc la période spatiale. Et donc, qu'est-ce que c'est que la longueur d'onde ? On l'avait vu, c'est la distance qu'il y a entre deux perturbations identiques successives dans l'espace, si on fait une photo de l'onde. Et donc, notre œil, lui, il est capable de capter une partie de ces ondes électromagnétiques, qui est ce qu'on appelle le domaine du visible. Et donc, il peut capter les ondes électromagnétiques qui ont une longueur d'onde de 400 nanomètres jusqu'à 800 nanomètres. 400 nanomètres, ça correspond au violet, et 800 nanomètres, ou 700, ça dépend des sources, ça correspond au rouge. D'accord ? Mais avec des longueurs d'onde plus courtes ou des longueurs d'onde plus longues que 400 ou 800, il y a encore énormément d'autres ondes. On connaît par exemple du côté du violet, donc avec des longueurs d'onde plus courtes. Il y a aussi les rayons X, il y a aussi les rayons gamma, que vous avez étudiés dans le domaine de la radioactivité en enseignement scientifique. De l'autre côté, avec des longueurs d'onde plus grandes, vous avez les micro-ondes, vous avez les ondes radio qui sont beaucoup utilisées pour communiquer. Donc quand on regarde bien, avec tout ce qu'il y a du domaine de l'ultraviolet ou de l'infrarouge, finalement notre œil, au niveau de ce qu'il peut capter, c'est que dalle. Donc en fait, notre capteur de rayonnement électromagnétique est nul. C'est comme notre oreille en fait, vous vous souvenez, pour l'oreille, bon c'est entre 20 Hz et 20 000 Hz, mais il y a beaucoup d'animaux qui peuvent capter plus de 20 000 Hz ou moins de 20 Hz. Donc finalement, tout ça, là, tous ces capteurs qu'on a sur le corps humain, ils sont un peu à chier quoi. Bah vas-y, fous-toi sur le bon coin tant que t'y es. Hein, t'as qu'à prendre du neuf comme ça. Prends-toi, je sais pas moi, un corps de chèvre, tiens. Oh ouais, ok, c'est pas si mal.
Après, il y a énormément de choses à dire là-dessus, parce que la longueur d'onde, c'est lié à la fréquence, parce que si on se place quelque part et qu'on compte le nombre de perturbations qui passent en un endroit donné, en un temps donné, eh bien, on peut s'imaginer que l'énergie, donc, est d'autant plus grande que la fréquence est grande, et puis aussi le fait qu'il y ait des expériences où on interprète la lumière en tant qu'onde, mais aussi on peut l'interpréter en tant que particule, le fameux photon, et de temps en temps, il y a même des expériences où on utilise les deux en même temps pour expliquer les phénomènes, l'effet photoélectrique, par exemple, etc. Enfin, c'est... Oh, on se calme là. Et tout ça c'est plus tard, hein, c'est dans un autre chapitre à la fin de l'année. Donc si je comprends bien, finalement, le seul truc à retenir dans ce chapitre pour l'instant, ce serait ça. Ouais, en gros. Super. Passons au deuxièmement, donc un petit peu de biologie, l'œil. Comment marche l'œil ? Donc bon, je vais pas m'étendre non plus trop sur le sujet parce que je suis vraiment pas un spécialiste en la matière. Hein. Oh, quel scandale. Le mec est prof de SVT en 6ème. Hein. Et je suis sûr qu'il croit tous qu'il est balèze. Donc focalisons-nous, si je puis dire, sur l'essentiel. Au fond de l'œil, qu'est-ce qu'on a ? On a la rétine, qui est un écran tapissé de photorécepteurs. Il en existe deux types. Les cônes. Le festival de Cône. Non, on dit bien cône, avec un chapeau. Donc nous avons les cônes et les bâtonnets. Les premiers, les cônes, il en existe 3 sortes. Ceux qui sont plutôt sensibles aux radiations lumineuses dont la longueur d'onde correspond au rouge. Ceux qui sont plutôt sensibles aux radiations lumineuses dont la longueur d'onde correspond au vert. Et ceux qui sont plutôt sensibles aux radiations lumineuses dont la longueur d'onde correspond au bleu. Les bâtonnets, quant à eux, ils sont uniquement sensibles à l'intensité lumineuse reçue. D'accord ? Donc ils donnent une information en fonction de l'intensité lumineuse reçue. Et donc, le cerveau, qu'est-ce qu'il va faire pour créer l'image en fait dans notre esprit? Il va faire la synthèse de toutes ces informations qui sont recueillies par ces différents capteurs. D'ailleurs, si vous remarquez bien, RGB, le système Red, Green, Blue en anglais, qui est RVB en français, eh bien, il vient de là, il vient du fait que les cônes qu'on a sur la rétine sont plutôt sensibles au rouge, au vert et au bleu, et donc on peut retranscrire, enfin notre cerveau peut retranscrire toutes les couleurs possibles imaginables avec seulement des informations sur ces 3 couleurs-là. D'accord ? Donc selon l'intensité lumineuse qu'il y a sur les différentes radiations, eh bien on va pouvoir voir des couleurs différentes. Et vous imaginez bien que, étant donné qu'on est très limité et qu'on n'a que ces capteurs-là, eh bien, il y a énormément donc de couleurs. C'est ce reste de spectre électromagnétique dont je vous parlais tout à l'heure, au-delà de l'ultraviolet et de l'infrarouge. Donc tout ça, ce sont des couleurs que notre cerveau n'est pas capable de voir. Mais peut-être qu'avec le système de captation d'un animal qu'on pourrait se greffer, eh ben, on pourrait découvrir énormément d'autres couleurs que celles qu'on connaît déjà. Donc pour l'instant, si vous remarquez bien, dans les 2 premières parties, on n'a parlé que de choses qu'on avait déjà vues, puisque dans un des chapitres précédents de l'année sur la spectrophotométrie, pour interpréter les couleurs des solutions qu'on avait et pouvoir utiliser les données du spectrophotomètre, il fallait bien avoir quelques notions sur l'apparence des couleurs, la couleur perçue, etc. Et donc, on y reviendra d'ailleurs un petit peu plus tard, vous le verrez, vous reconnaîtrez un petit peu la mécanique que je vous avais enseignée plus tôt. Parmi les objectifs nouveaux de ce chapitre, il faut savoir bien faire la différence entre synthèse additive et synthèse soustractive. D'accord ? Les deux permettent de restituer des couleurs, mais dans des contextes différents. La synthèse additive, en fait, on l'avait déjà un petit peu vu en utilisant le cercle chromatique, en ajoutant, puisque c'est la synthèse additive des faisceaux lumineux, on peut obtenir d'autres couleurs. D'accord ? Donc c'est la superposition de faisceaux lumineux, comme si vous aviez 2 spots différents et vous en superposez les lumières, et bien vous vous mettez en face, vous captez cette lumière, et bien selon les spots que vous superposez, vous obtiendrez des couleurs différentes. En parlant de spots d'ailleurs, c'est comme ça qu'on se débrouille sur les scènes de spectacle. On met des spots de couleurs différentes et on
règle les curseurs de manière à avoir des tons, des couleurs différentes sur les différents endroits de la scène. Vous avez aussi ça sur les écrans. Donc sur les écrans, ce sont des pixels qui sont divisés en 3 sous-pixels avec les 3 couleurs primaires, rouge, vert, bleu. Et chaque sous-pixel peut avoir 255 valeurs différentes. Donc en fait, quand vous regardez bien, comme vous pouvez avoir 255 valeurs pour le sous-pixel bleu, 255 valeurs pour le sous-pixel rouge, 255 valeurs pour le sous-pixel vert, vous avez en tout 255 x 255 x 255, c'est-à-dire 16 millions de nuances différentes possibles. On a fait ça d'ailleurs avec les SNT, on vient de finir le chapitre, ils ont trouvé ça génial. Mytho, la technique vous la connaissez, mais on va la rappeler, histoire que ce soit bien en tête. Vous avez un très joli cercle chromatique qui a été fait par les soins d'une élève qui se reconnaîtra. Merci beaucoup encore. On commence par faire 2 triangles superposés, l'un à l'endroit, l'autre à l'envers, ok. Et sur le premier triangle, celui à l'endroit par exemple, eh bien on met les 3 couleurs primaires, rouge, vert, bleu. Une fois que nous avons placé ces 3 couleurs primaires, nous allons placer les couleurs secondaires. On commence donc entre le rouge et le vert, on met ce qui est obtenu par superposition du rouge et du vert. À savoir, quand les 2 cônes rouge et vert sont activés, notre cerveau il interprète ça jaune. Ensuite, entre le vert et le bleu, eh bien, nous allons mettre ce qui est la superposition du vert et du bleu, c'est-à-dire le cyan, la deuxième couleur secondaire. Et enfin, entre le bleu et le rouge, nous plaçons le magenta. Il est à noter que souvent, ces 3 couleurs secondaires sont aussi appelées couleurs primaires du peintre, puisque ce sont grâce à ces 3 couleurs que le peintre peut restituer toutes les autres couleurs. Et ça, on va le voir donc dans la synthèse soustractive, dont je vais parler tout de suite. La synthèse soustractive, quant à elle, c'est pas avec donc de la lumière projetée et des superpositions de faisceaux lumineux. Cette fois-ci, c'est raisonné sur la matière colorée. Donc nous, on avait déjà vu la matière transparente colorée, c'est-à-dire les solutions, et donc on avait bien vu qu'il y avait la lumière incidente, celle qui arrivait dessus, et vous aviez une partie de la lumière qui était absorbée par la matière et l'autre partie qui était transmise, qui passait à travers. Ça, c'est pour la matière transparente. Pour la matière opaque, c'est différent. Vous avez, enfin différent, pas vraiment, vous avez la lumière incidente qui arrive sur la matière, une partie est absorbée elle aussi, comme pour la matière transparente, sauf que là, elle n'est pas retransmise, c'est-à-dire elle passe pas à travers de l'autre côté, elle est rediffusée dans toutes les directions. À ne pas confondre avec la réflexion, ça on le verra un petit peu dans d'autres contextes. Donc en fait, la matière colorée, ça agit un petit peu comme un filtre, qu'elle soit transparente ou pas. C'est-à-dire que si vous avez une matière colorée qui absorbe une partie de la lumière et qui en diffuse ou transmet une autre partie, eh bien, et que vous rajoutez une autre matière colorée, eh bien, cette autre matière colorée va aussi absorber une partie de la lumière et en diffuser une autre, d'accord? Et donc, au fur et à mesure qu'on mais de plus en plus de matière comme ça qui absorbe la lumière, on absorbe de plus en plus de lumière, d'accord? Et absorber de plus en plus de lumière, c'est soustraire à la lumière blanche de plus en plus de radiation, d'accord? Pour en diffuser ou transmettre de moins en moins au fur et à mesure qu'on rajoute de la matière. D'où le nom de synthèse soustractive. Petit exemple de raisonnement pour la synthèse soustractive, quand on a de la matière colorée, ça agit un petit peu comme des filtres, donc je vais représenter ça comme des filtres, d'accord? Donc imaginons déjà un filtre jaune. Si nous avons un filtre jaune, s'il apparaît jaune du point de vue de l'observateur qui se trouve de l'autre côté, c'est-à-dire à recevoir la lumière transmise, celle qui est passée à travers le filtre, si on raisonne en trichromie, et donc avec rouge, vert, bleu, je donnerai une précision juste après là-dessus, pour représenter la lumière blanche, nous n'avons que le rouge et le vert qui passent en ce qui concerne un filtre jaune. Pour un filtre cyan, et bien sûr rouge, vert et bleu, vous avez le rouge qui a été absorbé, vert et bleu qui passent. C'est pour ça que ça apparaît cyan, c'est-à-dire un mélange parfait de vert et de bleu, avec exactement les mêmes proportions de vert et de bleu, si vous voulez. Et donc si on superpose 2 filtres, comme si on avait 2 matières colorées, une jaune, une cyan, et qu'on les mettait ensemble, qu'elles soient transparentes ou opaques, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on peut considérer déjà que le jaune absorbe le bleu, c'est pour ça qu'il y a rouge et vert qui passent à travers.
ou qui est diffusé. Et ensuite, vous avez seulement rouge et vert qui arrivent sur le cyan, sauf que le cyan, il est uniquement capable de transmettre ou de diffuser le vert et le bleu, et comme il n'y a pas de bleu qui y arrive parce qu'il a déjà été absorbé par le jaune, eh bien, le mélange apparaîtra vert. C'est pour ça qu'avec un bleu primaire qui est du cyan et un jaune primaire, vous obtenez du vert, qui est une vraie couleur primaire cette fois. Alors pour information, j'avais prévu, je me suis dit super, j'ai des protèges cahiers, on va pouvoir faire un TP à la maison et de faire un petit peu comme ça, donc comme un filtre, et d'y mettre un autre objet pour voir comment il apparaît. Et vous pouvez donc constater quand même que c'est nul. Ça ne marche pas. On voit rien, on est d'accord. Donc on va pas faire ça. Quatrième et dernière partie maintenant, qu'est-ce que c'est qu'utiliser le principe de trichromie ? C'est marqué dedans, comme souvent d'ailleurs dans les termes scientifiques. Trichromie, 3 couleurs. Donc on va assimiler la lumière blanche, celle qui nous provient du soleil, comme non pas une infinité de couleurs différentes comme on peut le voir dans l'arc-en-ciel, mais comme 3 couleurs ensemble, toutes au max, rouge, vert et bleu, puisqu'on a 3 types de cônes, un plutôt sensible au rouge, un plutôt sensible au vert, un plutôt sensible au bleu. D'accord ? Donc si on représente la lumière blanche comme étant seulement les couleurs rouge, vert et bleu, après on peut raisonner en couleurs absorbées, couleurs transmises ou diffusées, et anticiper la couleur que pourra avoir soit un mélange de peinture, soit un certain objet qui a une certaine couleur réelle, c'est-à-dire celle qu'on peut observer sous lumière blanche, et sa couleur perçue quand il est sous une lumière différente. Et c'est tout l'objectif du chapitre, c'est arriver, si on vous dit, bon, on voit tel objet qui a telle couleur réelle, et qu'on l'éclaire en lumière de telle couleur, comment apparaît-il ? Et donc, quoi de mieux que de s'entraîner avec des exemples concrets pour bien comprendre. C'est ce que je vous propose maintenant. On va corriger l'activité 3 du chapitre du livre consacré à ça, et donc je ne me souviens plus du tout la page. Alors je vais regarder. 344. C'est parti. Cette activité, qu'est-ce qu'on nous propose ? On nous propose donc différents spots de lumière, si vous voulez, c'est-à-dire de la lumière incidente qui est à tour de rôle rouge, vert, bleu, puis jaune, magenta et cyan. Et donc je vous ai fait des petits schémas pour tout ça. Là, pour l'instant, vous ne voyez apparaître que le premier cas, c'est-à-dire, eh bien, nous avons un objet, ici c'est une feuille rouge qui est posée, donc voilà, c'est le dessin que j'ai fait. Vous avez une feuille rouge qui est posée et on l'éclaire en lumière rouge. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Si on éclaire en lumière rouge une feuille rouge, eh bien le rouge est diffusé. Il n'est pas absorbé. Ensuite, si vous éclairez cette même feuille rouge avec une lumière verte, eh bien cette couleur verte sera absorbée et donc notre feuille rouge, rouge en lumière blanche, apparaîtra cette fois noire. C'est-à-dire que toute la lumière verte qui est arrivée dessus a été absorbée. Donc elle nous apparaîtra noire. Absence de couleur. Pareil pour le bleu, si on éclaire en lumière bleue une feuille rouge, eh bien elle apparaîtra noire aussi. Si maintenant on éclaire en lumière jaune cette feuille rouge va absorber une partie du jaune, c'est-à-dire le vert, mais rediffuser le rouge. Donc notre feuille rouge apparaîtra toujours rouge en lumière jaune, puisque le rouge est une des composantes du jaune. Le magenta maintenant, le magenta est composé de bleu et de rouge. Comme notre feuille est rouge, elle diffuse le rouge, donc la partie rouge va être diffusée alors que la partie bleue va être absorbée. Et enfin, si on éclaire en lumière cyan notre feuille rouge, non seulement vous avez le bleu qui est absorbé, mais aussi le vert, qui font tous les deux parties donc de la radiation qui arrive sur notre feuille, et donc notre feuille apparaîtra noire. Le cyan est la couleur complémentaire du rouge, puisqu'elle réunit toutes les autres couleurs primaires, toute la lumière est absorbée par l'objet rouge. On va maintenant passer à une feuille verte. Alors une feuille verte, elle, c'est un petit peu le même principe que pour la feuille rouge, c'est-à-dire que éclairée en lumière rouge,
eh bien, la lumière rouge va être absorbée, elle apparaîtra noire. Éclairant en lumière verte, le vert va être diffusé, la feuille apparaîtra verte. Éclairant en lumière bleue, bien entendu, cette lumière bleue va être absorbée et notre objet apparaîtra noir. Maintenant, si on éclaire cette feuille verte avec une couleur secondaire, à savoir le jaune qui est composé de rouge et de vert, je le rappelle, eh bien, la feuille verte va rediffuser le vert, absorber le rouge, elle apparaîtra verte. Avec une lumière magenta qui arrive dessus, le magenta étant composé de bleu et de rouge que le vert absorbe quoi qu'il arrive, eh bien, vous avez toute la lumière incidente qui est absorbée. Le magenta est la couleur complémentaire du vert. Dernier cas avec la feuille verte maintenant, on éclaire de lumière cyan notre feuille verte, le bleu est absorbé, le vert est diffusé, notre feuille verte apparaîtra verte. Je vous propose maintenant qu'on a terminé cette activité une petite extension, c'est-à-dire que maintenant on va avoir une feuille qui est de couleur secondaire, c'est-à-dire qui est ici magenta. Alors qu'est-ce qui se passe quand on éclaire une feuille magenta avec toutes les différentes lumières qu'on a étudiées jusqu'à présent ? On commence par l'éclairer en lumière rouge. Le magenta est capable de diffuser le rouge. Il est capable de diffuser le bleu aussi. Donc, étant capable de diffuser le rouge, éclairant en lumière rouge, notre feuille magenta apparaîtra rouge. Si maintenant on l'éclaire en lumière verte, on l'avait vu, et ça se voyait aussi dans le cercle chromatique, je peux vous en faire un petit rappel. Quand on a rempli le cercle chromatique, on avait appris ça dans le chapitre précédent, eh bien, les couleurs qui sont en face les unes des autres sont les couleurs complémentaires. Et donc ici, eh bien, la couleur complémentaire du magenta, c'est le vert. C'est pour ça qu'on avait d'ailleurs réglé notre spectrophotomètre sur la radiation verte quand on avait une solution de couleur magenta, à savoir le permanganate de potassium, petit rappel. Vu que c'est la couleur complémentaire, eh bien, toute la lumière verte sera absorbée par le magenta, puisque c'est la seule couleur primaire qui n'est pas diffusée par de la matière magenta. Ensuite, si on éclaire notre feuille magenta avec une lumière bleue, elle apparaîtra bleue puisque le magenta est capable de diffuser le bleu. Si maintenant nous éclairons en lumière jaune notre feuille magenta, le magenta va en absorber une partie et en diffuser une autre. Absorber donc la partie verte de notre jaune et en diffuser le rouge. C'est pour ça que notre feuille apparaîtra rouge. Comment apparaît notre feuille magenta en lumière magenta ? Magenta. Comment apparaît notre feuille magenta quand elle est éclairée en lumière cyan ? Le cyan étant composé de bleu et de vert, eh bien, le vert sera absorbé alors que le bleu sera diffusé. Notre feuille qui était magenta apparaîtra cette fois bleue. Donc voilà, vous avez eu un résumé de tout ce qu'il fallait savoir et tout ce qu'il fallait retenir, plus la technique à utiliser en ce qui concerne les couleurs. Donc maintenant vous êtes prêts, vous avez toutes les armes pour faire les exercices. Je les ai notés, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 30, 32, 34, 35, 37 et 40 du chapitre 17 du livre. Bon courage!